Jérémy Spirglas, bonjour. Bonjour. Je vous présente tout de suite. Vous êtes journaliste et l'un des deux auteurs de la nouvelle enquête de Splan, ce média d'investigation indépendant et breton dont on relaie très régulièrement le travail, puisque la dernière interview c'était la semaine dernière. J'ai parfois du mal à suivre le rythme. Littoral breton, la tentation du béton, c'est le sujet que vous avez exploré et c'est à lire librement sur le site splan.org, SPLA2N. Votre collègue, pour le citer tout de suite, sur ce travail d'enquête qui a donc été publié en fin de semaine dernière, c'est Denis Vanier. Il est lui spécialisé en traitement de données et en cartographie. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés tous les deux sur cette enquête ? Alors, il se trouve que tous les deux, on s'intéressait au sujet chacun de son côté. Je crois que Denis était très préoccupé par l'artificialisation des sols. Et moi-même, ça fait déjà quelques années que je m'intéresse au sujet, enfin par hasard en gros, parce que j'étais en vacances en Bretagne et puis je vois des constructions et je me dis mais ça devrait pas être protégé par la loi littorale tout ça. Et donc je me suis intéressé à la chose, j'ai commencé un travail d'enquête qui a donné lieu à une première publication dans Le Monde, voilà 2 ans. Et j'ai eu le sentiment de n'avoir fait qu'effleurer le sujet, quoi. Donc j'ai voulu m'y retrouver. J'ai proposé le sujet à Splan, qui avait déjà aussi travaillé avec Denis, et c'est comme ça qu'ils nous ont fait nous rencontrer. Et c'était une bonne rencontre parce qu'on est, je pense, assez complémentaires sur le sujet. Donc c'est un dossier conséquent que les lecteurs peuvent découvrir en ligne et chez plusieurs partenaires médias. On peut citer Mediapart et Reporter entre autres. 5 volets pour parler de l'artificialisation des côtes bretonnes. Alors pour explorer ce sujet pendant un peu plus d'1 an, en plus d'une analyse de données sur laquelle on va revenir, je crois que vous avez rencontré plus de 40 interlocuteurs, dont certains élus. Très peu d'élus en fait, finalement. Parce que les élus n'ont pas très envie d'en parler. Pareil, j'ai fait des dizaines de demandes d'entretien aux préfectures et ça j'ai jamais eu de réponse, vraiment d'aucune d'elles. Je me suis entretenu avec beaucoup de militants associatifs qui sont là, qui font en fait le travail de contrôle de légalité après coup à la place de la préfecture bien souvent. Et puis j'ai eu beaucoup de mal à trouver, mais j'ai eu des sources dans la hiérarchie des ministères ou des choses comme ça, qui ont accepté de me parler effectivement. Ils sont cités d'ailleurs, de manière anonyme et dont on a repris les propos dans l'enquête, et qui ont été vraiment très précieux pour comprendre les arcanes de la chose et la complexité de ces lois et de leur mise en application. Il faut peut-être commencer par rappeler l'encadrement légal qui existe à ce sujet, qui est évoqué dans le 2e volet de l'enquête, mais j'avais envie de commencer pour dire qu'il y a une loi promulguée il y a un petit moment déjà et qui normalement permet de réguler les constructions. Ah oui, alors même si on s'intéresse à l'histoire, la loi littorale qui est votée en 1986, en fait, il y a des prémices à cette loi, comme la directive Ornano dès les années 70, et même dès avant, on essaye de protéger les espaces remarquables, en fait. C'est ça la question à cette époque. Et en 1986, la loi littorale est votée. Alors, elle est votée dans un contexte de décentralisation qui fait qu'elle va être compliquée à appliquer. C'est aussi à ça qu'on s'est intéressé dans l'enquête, c'est de voir comment les circonstances de sa rédaction et de ses réécritures ensuite successives peuvent expliquer aussi les difficultés qu'on peut avoir pour l'appliquer. Donc elle mettra 20 ans à s'appliquer réellement et aujourd'hui caractérisée par plusieurs grands principes. On peut en citer quelques-uns. La protection des espaces remarquables, l'inconstructibilité dans la bande des 100 mètres près du rivage, on y reviendra. Également l'idée d'une urbanisation limitée et maîtrisée. Dans votre enquête, vous identifiez plus de 50 communes qui ont succombé, on va dire, à une dynamique d'urbanisation. Dans le discours, c'est une idée assez vertueuse. C'est une façon de répondre aux besoins de logement et avec de chercher à développer des services et des commerces sur son territoire. Vous vous appuyez pourtant, c'est le sujet du premier volet, sur plusieurs exemples de communes pour montrer qu'en fait ça marche pas toujours, c'est même parfois contre-productif. Bah oui, ça c'était intéressant de voir ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on discute avec les maires, justement, ils disent nous on veut que la ville vive, notre commune vive. Attirer les gens, ne pas fermer des classes, des choses comme ça. Donc on s'est intéressé, on s'est dit très bien, voyons si ça fonctionne. Et on s'est aperçu que c'est pas aussi vrai que ça, c'est pas aussi efficace que ça de bétonner pour gagner de la population ou pour gagner des emplois ou pour toute autre chose, ne pas fermer des classes, etc., etc. Il y en a où ça fonctionne. La plupart du temps, on s'aperçoit que ça fonctionne très bien, mais en fait, on s'aperçoit que ça fonctionne très bien parce que ces communes-là
sont dans la périphérie d'un centre économique, on va dire. Par exemple, autour de Saint-Malo, ça fonctionne très bien. Autour de Brest, ça fonctionne assez bien. Autour de Lorient, oui, effectivement, les communes alentour, quand elles construisent, elles gagnent des habitants, elles gagnent de l'activité. Mais en fait, est-ce que c'est parce qu'on bétonne ou est-ce que c'est parce que le centre économique est juste à côté? Et on s'aperçoit que dans beaucoup de cas, on a beau bétonner, voire on bétonne beaucoup, et on perd pourtant des foyers, on perd des habitants, on ferme des classes, et c'est valable dans certaines communes où on voit immédiatement que ce sont principalement des résidences secondaires qui se construisent. Donc forcément, quand on se construit une résidence secondaire, on ne gagne pas des foyers, on gagne pas des classes. Alors on peut parier que les couples, en tout cas les personnes, viendront finir leur jour sur la commune, mais c'est pas comme ça qu'on a de l'activité pour autant, et surtout on augmente le prix du foncier de manière exponentielle. Vous citez notamment les exemples de Kerlouan, donc ça c'est en Finistère, Saint-Gilles-d'Adruys dans le Morbihan, ou Saint-Calguildo en Ille-et-Vilaine, pour parler donc de ces communes qui n'arrivent pas, malgré l'urbanisation, à redynamiser vraiment leur territoire. Le sujet connexe, vous venez de l'évoquer, c'est celui des résidences secondaires. Le Morbihan s'avère être le champion du nombre de permis accordés à des constructions de résidences secondaires, synonyme donc de vieillissement de la population. Il y a des élus qui vous ont confié manquer d'outils juridiques pour encadrer ces demandes et se retrouver un peu démunis quand il y a une demande de permis, on peut pas vraiment la refuser en fait. En fait, le vrai problème du maire, c'est que quand il reçoit une demande de permis de construire, il ne sait pas si ça va être une construction pour une résidence secondaire. Il peut subodorer éventuellement. C'est pas parce que la personne qui signe le permis a une adresse qui n'est pas dans la commune ou dans la région que ça va pas être une résidence principale. Ça peut le devenir, ça peut l'être dans quelques mois, ça peut être dans quelques années. Donc, quand il regarde la demande de permis, il n'a aucun moyen de le savoir, à part d'aller demander aux gens, etc., etc. Mais ça, c'est de toute façon illégal. Enfin, il n'a pas le droit de demander aux gens leur motivation. Comme ça, c'est le droit le plus strict des gens de faire une demande de permis de construire. Les outils qu'il peut avoir, ce sont plutôt des outils fiscaux. C'est-à-dire qu'on va taxer davantage la résidence secondaire que la résidence principale. Mais c'est donc après l'acceptation du permis de construire. La maison est déjà construite. Un outil dont s'est saisie notamment la commune de Cinca, et il y en a d'autres qui s'en inspirent sur le territoire breton, sans encore pouvoir savoir si ça a vraiment un impact sur l'arrivée de nouvelles résidences secondaires en Bretagne. Surtout, je voudrais juste dire une chose, c'est que nous, si la question c'est l'artificialisation des sols et la protection des espaces remarquables, et bien là c'est fichu, on est après. La maison est déjà construite et on ne va pas la détruire. On revient au volet 2 sur la loi littorale. Vous expliquez que le problème, c'est qu'il y a en fait des moyens pour les municipalités qui le souhaitent de contourner cette loi littorale. On explique un peu comment. Il y a notamment des choses qui sont laissées à la libre appréciation des élus en fait. Alors oui, contourner, ça laisserait penser que il y a des filouteries quelque part. Non, le vrai problème, c'est que la loi littorale a été donc, comme je vous le disais en préambule, elle a été rédigée en 86 dans un contexte de décentralisation des pouvoirs, et où aussi, en gros, l'État essaye de se décharger de certaines de ses prérogatives et se dit, les élus locaux, ils connaissent leur territoire, ils vont pouvoir mieux décider ce qui est bon pour eux. Ce qui, au demeurant, est tout à fait juste. Mais résultat, on a demandé aux élus locaux, alors successivement, d'abord, c'était le plan d'occupation des sols, ensuite, ça a été les SCOT, c'est-à-dire les schémas de coordination territoriale, et maintenant les PLU, les plans locaux d'urbanisme, parfois en intercommunalité, qui sont dessinés par plusieurs communes. Mais donc, c'est à eux de décider, et donc c'est à eux de décider où est-ce qu'ils vont construire et où est-ce qu'ils ne vont pas construire. Alors, certes, dans la loi littorale, il y a des choses, en gros, imprescriptibles. Il y a l'inconstructibilité de la bande des 100 mètres, sauf que si la zone est déjà urbanisée, vous avez le droit. Dans un petit port, par exemple, avec déjà des maisons dans la bande des 100 mètres, vous avez le droit de continuer à urbaniser cette zone-là. Parce qu'on est donc, dans la continuité. Dans la continuité, et la loi littorale va donner, que ce soit dans la bande des 100 mètres ou en dehors de la bande des 100 mètres, alors c'est beaucoup plus strict dans la bande des 100 mètres, mais c'est aussi valable,
Il va avancer des concepts qui sont des concepts d'agglomération, qu'on comprend assez bien, de village, qu'on comprend aussi assez bien. Et dans ces agglomérations et ces villages, on a le droit de poursuivre l'urbanisation, de la densifier évidemment, et de l'étendre en bordure. L'image est celle d'une pelure d'oignon. On n'a pas le droit d'aller mettre une pelure d'oignon à 300 mètres, mais si on a une urbanisation, on a le droit de rajouter une petite couche d'urbanisation autour de ça. Et encore une petite couche. Le principe étant de limiter le mitage du territoire et non pas de limiter l'artificialisation. Mais donc, résultat, on confie aux élus la responsabilité de dire là j'ai le droit de construire et là j'ai pas le droit de construire. Mais donc résultat, finalement un maire qui veut bâtir, il va dire j'ai le droit de construire un peu partout. S'il a envie, il peut. Et ensuite, il y a évidemment ce qu'on appelle le contrôle de légalité qui est effectué par la préfecture. Il y a diverses institutions d'ailleurs publiques et des associations qui donnent leurs avis sur les documents d'urbanisme, mais le maire est tout à fait en droit de ne pas les suivre, de ne pas les respecter leurs avis et leurs recommandations. Ensuite, les dites associations ou la préfecture peuvent saisir le tribunal si ça va trop loin. Le problème aujourd'hui, et c'est ce qu'on montre dans le troisième volet de notre enquête, c'est que les moyens alloués au contrôle de légalité dans les préfectures sont insuffisants pour contrôler tous les actes. Et finalement, il y a aussi peut-être un manque de volonté politique de faire respecter la loi, tout bêtement. Et résultat, ce contrôle de légalité est finalement délégué tacitement, sans le dire, aux associations qui, elles, vont se charger de saisir les tribunaux. Alors attention, il y a beaucoup d'élus qui respectent, qui veulent respecter, en tout cas qui font tout leur possible pour respecter la loi littorale et pour respecter aussi surtout les documents d'urbanisme qu'ils ont eux-mêmes d'ailleurs votés et approuvés. Donc ensuite, il y en a d'autres qui essayent de trouver des moyens de contourner la loi. Moi, il y a un concept que j'aime assez dans ce contexte-là, c'est la transgression ordinaire, c'est-à-dire c'est comme quand vous êtes sur la route et que vous allez doubler un cycliste, et il faut franchir la ligne blanche. Normalement, c'est pas autorisé, mais vous le faites quand même parce que on va pas rester coincé derrière un cycliste qui roule à 25 km/h au maximum. Donc voilà, mais ça reste une transgression, ça reste quelque chose de normalement d'illégal. Et il y a beaucoup, alors que ce soit des particuliers ou des maires, qui vont franchir cette ligne blanche, on va dire, de temps en temps. Ils se disent, pour lui, pour elle, pour ceci, pour cela, c'est un cas exceptionnel, on va franchir la ligne blanche. Aussi parce que c'est un spécialiste de la loi littorale qui nous a dit ça, aussi parce que les maires, ils achètent la paix pas la paix des ménages, mais presque finalement, ils achètent la paix dans leur commune en accordant par-ci, par-là. On va parfois pouvoir les qualifier de clientélistes, mais en fait, c'est même pas ça. Parfois, c'est compliqué. Quand quelqu'un revient à la charge plusieurs fois sur toujours le même sujet, au bout d'un moment, on finit par céder. On achète encore une fois la paix des esprits comme ça. Et donc ça, c'est même parfois des maires qui sont scrupuleux, qui essayent de respecter la loi. Ensuite, il y a certains maires bâtisseurs qui, eux, savent exploiter les failles de la loi, les failles que nous, on décrit. Alors, on en a décrit 4 grandes. En fait, il y en a un peu plus. Et là, c'est plutôt la complexité pour les associations, pour les riverains, de faire respecter leurs droits. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, on se lance souvent dans des procédures très longues et coûteuses. Côté méthode, vous avez donc en fait analysé l'évolution de l'artificialisation du littoral breton à travers 10 ans de données issues de différentes sources. Le volet 5 de l'enquête permet en tout cas, à travers une carte interactive, de vraiment rendre ces évolutions visibles. Le constat, c'est le suivant. En tout, ce sont près de 4000 hectares de terres agricoles et naturelles qui ont été grignotés par l'urbanisation en 10 ans. Les journalistes aiment bien faire la comparaison avec des terrains de foot. Alors, je vais la faire. Ça fait 5700 terrains de foot en 10 ans. Et sur ce littoral, il y a donc notamment cette bande de 100 mètres qu'on a évoquée qui est concernée, même si c'est pas là où la pression est la plus forte. Alors non, c'est pas là où la pression est la plus forte, parce que déjà, c'est là, finalement, c'est que 100 mètres, c'est pas beaucoup, hein. Ça, c'est une première chose. La réglementation est quand même plus forte dans ces 100 mètres. Et puis, il y a quand même des maires qui se rappellent des questions, des problèmes de submersion. Je veux dire, la faute sur mer, il y a eu des morts, il y a eu des millions d'euros de dégâts, donc ils s'en souviennent. Donc là, il y a encore un petit peu de réserve, et encore pas toujours.
Pour compléter, après avoir parlé de la dynamique d'urbanisation sur la bande de 100 mètres qui est près du rivage et qui se poursuit d'ailleurs avec 10 nouvelles autorisations de construction au premier semestre 2024, il faut préciser que c'est en fait surtout dans la bande qui est située entre 1 et 5 km que la pression est la plus forte, plus 8% d'urbanisation en 10 ans. Peut-être, pour expliquer en quoi finalement l'urbanisation elle est problématique sur le littoral, on a évoqué on va dire l'érosion du trait de côte, les risques de submersion. On n'a pas forcément parlé de l'impact sur les écosystèmes. Déjà, les écosystèmes, c'est clair, c'est qu'à partir du moment où on artificialise, on détruit des choses, on détruit ce qui est l'existant, on détruit du végétal. On a bien vu la question les inondations à Valence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on construit et on imperméabilise le sol, il peut se passer des choses très très mauvaises. Ensuite, la loi, par exemple la loi Allure, la loi Elan, etc., ont introduit des couloirs écologiques. Enfin, ça existait déjà, mais ils ont essayé de développer un peu plus des couloirs écologiques pour faire passer des passages d'espèces sous une route, sous des choses comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut dire tout bêtement, quand on construit de nouvelles maisons, on est obligé de faire des routes pour y aller, on est obligé de faire de l'assainissement. Souvent, on a vu ça, c'est que les réseaux d'assainissement sont sous-dimensionnés, fortement sous-dimensionnés. Il y a eu des scandales l'été dernier à ce sujet. On a des questions, c'est qu'on mange sur les terres agricoles, et à partir du moment où on mange sur les terres agricoles, on peut plus produire, on va moins produire de produits agricoles localement, il va falloir les transporter. Donc construire une maison, c'est pas seulement construire une maison, c'est tout ce qui va avec, c'est vraiment tous les réseaux, c'est le fait qu'on se transporte, on va pas développer un transformant copain pour aller dans chaque maison, donc ça va être que de la voiture. En fait, on ne fait que empirer tous les problèmes déjà existants. Ce travail-là qui éclaire en fait les 10 années passées, il donne sans doute des billes pour les années à venir, alors qu'il y a ce dispositif national qui prévoit d'atteindre le zéro artificialisation nette d'ici 2050. Ça laisse planer en fait des doutes sur l'efficacité du nouveau texte. Il y a déjà des remises en question en fait. Non seulement il y en a, mais on ne sait même pas exactement quelles vont être totalement les modalités d'application de la loi zéro artificialisation nette. Oui, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est effectivement de mettre ça en perspective. C'est-à-dire que la loi littorale, elle n'est pas là pour limiter l'artificialisation, elle est là pour finalement la canaliser. C'est-à-dire qu'on artificialise, mais toujours à peu près en pelure d'oignon autour des agglomérations et de l'urbanisation existante. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes modalités de loi. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est deux choses. D'abord, effectivement, c'est qu'on ne connaît pas les modalités d'application du ZAN et qu'on voit déjà dès maintenant le fait que les bâtis agricoles ne vont pas faire partie de l'artificialisation, ce qui est quand même assez hallucinant, étant donné que l'essentiel de l'artificialisation dans certaines communes, c'est justement l'agricole. C'est ce qu'on a vu dans notre étude. Et d'autre part, c'est qu'en fait, on va retomber dans les mêmes travers que la loi littorale. C'est-à-dire qu'on va toujours demander aux élus locaux, et ça va faire le même circuit que pour la loi littorale. On va avoir les SCOT, on va avoir les PLU, on va avoir le même contrôle de légalité. Ce qu'on essaye de montrer, c'est que finalement, si ça n'a pas fonctionné pour la loi littorale, pourquoi est-ce que ça fonctionnerait pour le ZAN ? Et là, en tout cas, en l'espèce, pour l'instant, on n'a pas le sentiment que les leçons aient été tirées. Et c'est le moment où on vous représente. Jérémy Spierglas, vous êtes journaliste et l'un des deux auteurs de la nouvelle enquête de Splend, ce média d'investigation indépendant et breton. Littoral breton, la tentation du béton, c'est le sujet que vous avez exploré. C'est à lire dès aujourd'hui, même depuis la semaine dernière, sur le site splend.org, SPLA2N. Les auditeurs qui souhaitent soutenir cette démarche, puisque Splend est une ONG, sont invités, en tout cas s'ils le peuvent, à filer un coup de pouce au projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Curiosité, c'est terminé. Un programme d'info locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr.